Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast ciné-club comme tous les mardis. Et vous le savez si vous nous avez écouté la semaine dernière ou si vous êtes sur notre Discord pour parler du ciné-club avec nous, cette semaine on va se pencher sur la Dolce Vita de Federico Fellini. Et je suis Spike bien sûr et pour m'accompagner j'ai Gray Pigeon. Bonjour Gray. Salut Spike, et ouais, la Dolce Vita numéro 733 dans la collection Criterion. Et oui, et par contre, Gray, on doit le dire à nos auditeurs, on est des sacrés billes en cinéma italien, donc on avait bien besoin de l'avis d'un expert, donc pour la première fois dans les podcasts Ciné Club, nous avons un invité, mais c'est plus qu'un invité, c'est un ami, c'est Toine. Bonjour Toine. Bonjour. Alors, spécialiste du cinéma italien, je pense que c'est un peu fort, mais on va essayer de partager ça entre vous pour parler d'un très gros morceau signé Federico Fellini. Je crois que c'est un de tes films préférés d'ailleurs. Oui, en tout cas c'est mon Fellini préféré, avec La Strada. J'allais dire, moi j'en ai pas vu beaucoup des Fellini, mais j'ai quand même préféré La Strada. Mais c'est vrai que la Dolce Vita est un film pour moi important. Et oui, c'est important pour Fellini, c'est important aussi pour un acteur, pour Marcello Mastroianni qui tient le rôle principal. On va revenir un petit peu là-dessus après. C'est le film qui a contribué à lancer sa carrière à l'international. On retrouve aussi la sublime Anita Ekberg et la non moins sublime Anouk Aimée dans le film. C'est sorti en 1960 et l'un de nous va devoir faire le résumé et ça va pas être facile, donc bonne chance à lui. Et bonne chance Antoine. Alors, sur un scénario, on peut préciser, parce que c'est un fait qui est rarement connu, qui a notamment, entre autres, été signé par Pier Paolo Pasolini. Pour débuter ce résumé et pour me la péter un peu, c'est difficile de résumer la Dolce Vita. Tant c'est un film qui ne raconte pas une histoire, mais qui raconte plutôt une essence, celle du coup de cette fameuse Dolce Vita dont on entend tant parler et qui en France, l'expression n'est pas donnée par hasard vis-à-vis de ce film, puisque en fait l'importation de l'expression de la Dolce Vita, qui est une expression italienne très connue, nous a été rapportée dans notre hexagone notamment par le film. C'est un film à sketch, la Dolce Vita, qui globalement, pour pas trop déflorer le film pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert, c'est l'histoire de Marcello Rubini, qui est donc joué par le grand Marcello Mastroianni, qui est un jeune provincial italien qui va monter à Rome, qui va essayer de faire son trou dans le domaine de l'écriture, et qui va atterrir dans la sphère people, la sphère mondaine de l'Italie de la fin des années 50. Et Fellini va vraiment explorer ça dans ses divers épisodes. On va y croiser donc Anita Ekberg dans son propre rôle, on va y croiser aussi Anouk Aimée pour voir la déchéance d'une certaine manière de ce personnage, de ses rêves, de sa vision de cette mondanité et de toute la superficialité que Fellini va décrire, toute cette critique de cette société débauchée qui anime les hautes sphères italiennes à l'époque. C'est un film presque autobiographique vis-à-vis du personnage lui-même de Fellini. On reconnaît en le personnage de Marcello le vrai Federico en fait. Et ben justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de Fellini quand même ? Ouais, alors il est né en 1920, donc il a 39 ans quand il fait la Dolce Vita, et il a déjà plusieurs chefs-d'œuvre à son actif, donc c'est un des plus grands réalisateurs du cinéma italien, évidemment. Tout le monde a déjà entendu parler de Fellini, même sans avoir vu aucun de ses films. Et il vient d'une famille petit bourgeois, et c'est très jeune, il montre vraiment une grande qualité pour l'art, et notamment pour le dessin. Et quand il devient adolescent, il tombe il rencontre le cinéma. Donc à partir de l'âge de 16 ans, il découvre le cinéma et il va voir les films en cachette parce que ses parents ne lui donnaient pas la permission. Mais par contre, il voulait pas devenir cinéaste quand il était adolescent. Il savait qu'il voulait travailler dans l'art. Il s'imaginait plutôt comme écrivain ou illustrateur.
Et c'est pour ça qu'en 1938, donc il a 18 ans, il n'a pas encore fini le lycée, il envoyait déjà des dessins aux journaux nationaux. Et notamment, il a publié dès 18 ans dans la Domenica del Corriere, qui est un des plus grands journaux, un des plus grands hebdomadaires en Italie, qui ont publié quelques-unes de ses caricatures. Il s'installe à Rome en 39, parce qu'il doit rentrer à l'université, mais en fait, il va essayer de tout mettre en œuvre pour devenir journaliste. C'est son rêve. Alors, il va faire plusieurs rencontres notamment avec la guerre. Il va commencer à travailler avec Cinecittà et à travailler énormément à la radio italienne. C'est là qu'il va faire la rencontre du fils Mussolini, avec qui il va co-scénariser un film d'aventure dans le désert libyen, un film qui ne sortira jamais parce que c'était un film qui mettait en avant les exploits italiens dans cette guerre qui va être perdue avant même que le film ne soit sorti. Et donc, pour éviter la honte, le film va être enterré. Et il va finir la guerre sans vraiment s'engager. Il ira jamais au combat et il va accueillir la libération, la fin de la guerre en tout cas à la fin de 1943 plutôt comme une bonne chose. Et c'est en 1945 qu'il va faire la rencontre qui va changer sa vie. C'est Rossellini, avec qui il va co-scénariser Rome, ville ouverte, qui est un des plus grands films de la nouvelle vague du néoréalisme italien. Et ce second film à Rossellini, à Paisa, c'est des films qui vont lancer le mouvement donc du néoréalisme et qui vont influencer d'autres grands cinéastes de l'époque comme De Sica ou Visconti. Voilà. Alors juste pour expliquer à nos auditeurs, le néoréalisme italien, c'est un nouveau genre qui naît lié à des contraintes financières en fait. Cinecittà à l'époque est inutilisable, les studios sont occupés par des réfugiés, donc les cinéastes qui n'ont pas beaucoup de sous, s'ils veulent tourner des films, ils sont obligés de tourner dans la vraie vie avec des acteurs non professionnels, avec très peu d'argent, et c'est ce qui va se passer donc avec toute cette nouvelle vague d'artistes qui vont profiter du fait que les moyens techniques permettent de commencer à tourner en extérieur pour tourner ces films fauchés, mais avec un message social extrêmement fort et qui va révolutionner le cinéma. C'est la nouvelle vague française 15 ans avant, quoi. On parlait d'ailleurs de Pasolini, c'est ce qu'il a fait à ses débuts aussi, hein, on en parlait récemment sur le site. Ah ouais. Et Fellini, donc sur le tournage de Paisa, il va en profiter pour décrocher le rôle d'assistant réalisateur. Et d'ailleurs, il semblerait même qu'il ait tourné quelques scènes de raccord. Et c'est la première fois qu'il se retrouve vraiment derrière la caméra, et il va y prendre goût. Il va se dire, pourquoi pas moi. Donc il va signer quelques films dans la veine néoréaliste, hein. On a cité tout à l'heure avec Toine la Strada, notamment en 1954. Et il faudra attendre donc 1959 et 1960 avec la Dolce Vita pour que Fellini s'éloigne de ce genre et commence à bifurquer vers ce qui va devenir la deuxième phase de sa carrière, beaucoup plus marquée par l'onirisme que le réalisme. Voilà où on en est en 1960 pour Fellini, qui est déjà pas encore un monstre sacré, mais qui est en passe de le devenir. Oui, parce qu'on peut quand même citer la Strada dans sa vague néoréaliste, mais on peut également citer les Vitelloni, ainsi que Les Nuits de Cabiria, qui est le film précédent la Dolce Vita, qui sont deux autres très grands films de Fellini. De toute façon, les films de Fellini sont à peu près tous à découvrir, je pense. Ouais, d'ailleurs, Les Nuits de Cabiria, on verra, il y a un petit lien avec la Dolce Vita, parce que c'était l'histoire si j'ai bonne mémoire, hein, tu me corriges, toi, si je me trompe, mais c'était l'histoire d'une prostituée, et la Dolce Vita va s'ouvrir notamment sur la rencontre avec une prostituée. Donc il y a une espèce de fil continu, en quelque sorte, entre les deux films. Petit instant autopromo. Récemment sur le site, on a parlé du film Italia, Le Feu, la Cendre, qui parle de l'époque du cinéma muet italien. Et en fait, à travers des écrits de gens qui ont connu cette époque, on revit aussi, avec des images d'archives bien sûr, on revit ces films qui sont un peu perdus parce qu'avec l'époque du fascisme, ils ont été pour beaucoup détruits, pour d'autres, ils ont été préservés dans des cinémas pendant de nombreuses années. Et parmi les lectures, il y a Fellini, qui raconte sa première expérience du cinéma, c'était pour Machister aux Enfers. Ouais, c'est ça. Et du coup, la lecture est passionnante. C'est l'éveil d'un réalisateur sur le cinéma. C'est assez captivant à entendre. Alors, juste pour en terminer avec Fellini, il faut quand même préciser qu'on est là pour parler de la collection Criterion. Eh bien, figurez-vous que Federico Fellini a 14 films à son actif dans la collection Criterion. Ce qui fait de lui un des cinéastes les plus représentés de la collection. Sur 21, ce qui fait que vous avez 2/3 des longs métrages de Fellini.
disponible chez Criterion. Donc j'imagine qu'il reviendra sûrement dans les ciné-clubs des réfractaires. 14 sur 1183, on a une chance sur 100 de retomber sur lui. On verra ce que nous réserve le tirage au sort à la fin de l'émission, vous le savez. Eh bien, quant à moi, je vais vous parler un peu du grand, de l'immense, de peut-être le plus grand acteur italien, allez savoir Marcello Mastroianni. Alors Marcello, il est né en 1924, il est fils de menuisier, hein, donc il est d'une enfance assez modeste, on va dire, et il est quand même attiré par l'art dès ses plus jeunes années. Avant la guerre, il va faire quelques apparitions, des petits rôles de figurants assez anodins, mais il va notamment rencontrer Vittorio De Sica sur Les enfants nous regardent. Donc c'est en 1944, là on est pendant la guerre. Donc il est quand même attiré par l'art, mais il va s'en détourner pendant un moment, puisque pendant les conflits, il va devenir dessinateur technique. Donc, on est assez loin du monde du cinéma. La guerre ne va pas forcément être tendre avec lui, elle est tendre avec personne évidemment, puisqu'il va être obligé de prendre la fuite pour éviter d'être transféré en Allemagne. Alors c'est le moment où les forces américaines commencent à gagner l'Italie, et on envoie des troupes en Allemagne. Lui, il va fuir pour éviter la conscription, et il va il va refaire surface en 1945, où il va notamment faire beaucoup de théâtre, et ça va être très important dans sa carrière, puisque c'est au théâtre qu'il va faire une rencontre capitale pour la suite, la rencontre avec Giulietta Massina, qui n'est autre que l'épouse de Federico Fellini. C'est comme ça qu'il va faire connaissance avec le réalisateur. Alors sur les planches, il a des collaborations notables, notamment avec Visconti. Là, vous voyez que tout ce petit monde qui allait déboucher sur le cinéma italien se côtoie avant sur les planches. Il va notamment faire une adaptation de Shakespeare, comme il vous plaira. Mais il va aussi être dans l'adaptation de Un tramway nommé Désir, aux côtés de Vittorio Gassman. Voilà, une fois de plus, on retrouve le microcosme qui allait donner naissance à l'âge d'or du cinéma italien. Alors sa vraie percée au cinéma, son vrai rôle notable, c'est dans une adaptation des Misérables signée Riccardo Freda, pour lequel il va jouer un révolutionnaire. Et c'est là qu'il va commencer véritablement à se faire connaître, et il va naviguer dans l'ère qu'on dessinait ensemble à l'instant, l'ère du néo-réalisme. Il joue notamment dans Jour d'amour en 1954 de Giuseppe De Santis et Leopoldo Savona. Et il obtient à cette occasion son premier ruban d'argent, donc c'est la distinction italienne pour le meilleur acteur, c'est un peu l'équivalent du César. Alors après cette reconnaissance, c'est encore Visconti, qui était donc son mentor au théâtre, qui va lui ouvrir les portes de la renommée avec son rôle dans Nuit Blanche en 1957, d'après une nouvelle de Dostoïevski. Mais la consécration définitive en Italie pour Marcello Mastroianni, elle viendra avec le film culte de Mario Monicelli, le film de braquage humoristique Le Pigeon. Un chef-d'œuvre. Rien que le nom, avec le titre, ça laisse présager que c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai pas vu, mais effectivement. C'est très marrant, hein. Si tu le regardes, c'est très cocasse. Ça fait un peu penser à Tueur de dames sur les bords, encore un peu plus léger. Et c'est une nouvelle vague des acteurs italiens qui émergent, puisqu'on retrouve Claudia Cardinal et Vittorio Gassman. Et donc, on débouche sur l'année 1960, celle où est tournée La Dolce Vita, qui va véritablement signer le début de sa carrière internationale. C'est deux collaborations avec Fellini qui vont venir dans les années 60. Donc, La Dolce Vita en 1960, 8,5 en 1963. C'est ces deux films qui vont faire de Marcello Mastroianni non plus un acteur italien reconnu, mais un acteur reconnu sur la scène internationale. On va notamment retenir, moi aussi, je m'arrête à l'année 1960 comme toi, Graham, il y a quand même 2-3 faits que je voulais souligner. Il y a le duo qui forme avec Sofia Loren, qui est vraiment le couple mythique du cinéma italien. Ils vont faire 12 films ensemble, et notamment un film que moi j'aime beaucoup, c'est Une journée particulière de Ettore Scola. Je ne le mentionne pas au hasard parce que Mastroianni et Ettore Scola étaient très très amis. Tant et si bien qu'en 1974, Ettore Scola tourne le film, qui est aussi un film culte, Nous nous sommes tant aimés. Et pour ce film, figurez-vous que Fellini et Mastroianni interprètent plutôt leur propre rôle et reconstituent la scène de la fontaine de La Dolce Vita, la fameuse scène culte, puisque les personnages de Nous nous sommes tant aimés naviguent dans l'Italie de ces années-là, et ils se rencontrent donc le véritable Mastroianni et le véritable Fellini. Est-ce que dans la scène qu'ils ont refaite, Mastroianni a eu très froid, comme dans la scène de La Dolce Vita, et devait porter
Il devait porter une combinaison sous son costume, tellement il avait froid. Je ne sais pas. Je crois qu'ils sont pas allés jusque-là. Ah, d'accord. Non. Ils vont pas jusque-là. Nous sommes tant aimés d'Ettore Scola, qui est évidemment aussi un chef-d'œuvre du cinéma. Ah oui, complètement. Alors, je vais quand même mentionner le fait que Federico Fellini va rappeler Mastroianni dans les années 80, donc 18 ans après 8 et demi, pour La Cité des Femmes. On va aussi mentionner le fait que Mastroianni, c'est un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra de Venise en 1990, que Fellini lui remet de ses propres mains. Donc malheureusement, Mastroianni il va s'éteindre d'un cancer du pancréas à la fin des années 90. Et pour finir, donc, je le mentionnais parce que à l'occasion de son décès, pour commémorer, pour célébrer sa mémoire, les eaux de la fontaine de Trévi à Rome, où a été tournée la fameuse scène de la Dolce Vita, se sont arrêtées en signe de deuil. C'est quand même un beau symbole, je trouve. Et ce qui est beau quand même à préciser, c'est que Mastroianni et Fellini, ça restera quand même 7 films, ce qui est énorme comme collaboration. Et Mastroianni n'était pas le premier choix et Fellini s'est battu pour lui pour la Dolce Vita, puisque le producteur n'était autre que le célèbre Dino De Laurentiis, et il me semble que lui aurait préféré Paul Newman. Il voulait une star américaine pour que le film soit plus rentable à l'international. Et Mastroianni n'était à l'époque connu qu'en Italie. Alors, juste pour les mentionner, tu as déjà parlé d'Anita Ekberg, mais c'est vrai que le film est un film à sketch et chacun de ces sketchs a en personnage principal une actrice. Donc Anita Ekberg avec la fameuse scène de la fontaine, entre autres, parce que la scène vaut beaucoup plus que ça. Toute son apparition est vraiment exceptionnelle. Où elle reprend presque son propre rôle. Donc le personnage s'appelle Sylvia, c'est à sa demande, mais parce que Fellini voulait qu'elle s'appelle Anita, et la toute fin de son apparition dans laquelle elle se fait gifler par son petit ami de l'époque, c'est vrai, c'est réellement passé. Et Anita Ekberg est tombée amoureuse de l'Italie et elle avait fait quelques films aux États-Unis avant la Dolce Vita, mais elle va passer plus de 10 ans après à ne faire des films qu'en Italie. Et on retrouve aussi Anouk Aimée, qui n'était pas le premier choix de Fellini, loin de là, mais je la trouve vraiment exceptionnelle dans le rôle de Maddalena, cette riche, c'est une aristocrate qui s'ennuie et qui veut passer son temps à utiliser les gens qu'elle rencontre, notamment Marcello. Et faut citer aussi Yvonne Furneaux qui joue Emma, donc la petite amie officielle de Fellini. Et Fellini, par contre, s'est battu pour l'avoir elle. Les producteurs voulaient notamment engager une actrice napolitaine qui avait du succès à l'époque et qui était beaucoup plus en rondeur pour vraiment marquer la grande différence entre le personnage d'Emma et toutes les autres femmes que rencontre Marcello dans le film, mais Fellini s'est vraiment battu pour Yvonne Furneaux qu'il estimait parfaite pour le rôle. Et une autre actrice française qui a un rôle important, c'est Magali Noël dans le rôle de Fanny, la jeune, je ne sais pas comment on pourrait la décrire, c'est celle qui s'éprend pour le père de Marcello, qui joue une actrice de cabaret, dirons-nous. Et tu me soulignais d'ailleurs, pendant qu'on visionnait le film, enfin plutôt après, quand on en débattait sur notre Discord, rejoignez-nous, le lien est dans la description comme d'habitude, qu'on aperçoit Nico d'ailleurs. Ouais, la Nico du Velvet Underground, avant de devenir chanteuse, elle enregistrera son premier disque en 1965, donc 5 ans avant la Dolce Vita, mais elle faisait déjà partie, après. Elle faisait déjà partie de la jet set, et donc Fellini a puisé dans c'est pas la seule célébrité de l'époque à apparaître dans la Dolce Vita, mais elle, je l'ai reconnue tout de suite, en fan de rock que je suis. Eh bien, puisque tu as la parole, est-ce que tu peux nous parler de la production du film ? Ah oui, alors toi en as parlé, le premier producteur du film, c'était le grand producteur Dino De Laurentiis, qui, comme souvent avec lui, ça s'est mal passé, tant et si bien que Fellini et lui ont décidé d'un commun accord d'arrêter leur collaboration, et donc ce n'est plus De Laurentiis qui produira le film. La raison principale de la rupture, c'est pas financier pour le coup, c'était vraiment artistique, parce que De Laurentiis trouvait que le scénario était vraiment très chaotique, ça on peut pas lui donner tort pour le coup, c'est pas forcément un défaut, mais lui ça lui convenait pas, et il voulait surtout faire disparaître le personnage de Steiner, ce personnage dont Marcello veut absolument devenir il veut que ça devienne son modèle, il veut la vie que Steiner a, la vie dont il aspire, mais à cause de la scène, gros spoiler de l'assassinat de ses propres enfants, et De Laurentiis ne voulait pas produire un film dans lequel il y aurait quelque chose d'aussi malsain.
Alors finalement, donc il va se retourner vers Rizzoli et Amato qui vont produire le film. Ça va plutôt bien se passer et le film il va dépasser un petit peu son budget, mais pas tant que ça. Il a un budget plutôt raisonnable pour les films de l'époque. Faut voir quand même par contre que la Dolce Vita marque un vrai tournant dans le cinéma italien. C'est que presque toutes les scènes du film ont été tournées en studio. Et tous les décors ont été construits. Donc là, on s'éloigne vraiment du style du néoréalisme où vraiment on faisait des films à l'économie. Là, il y avait un bon budget. Fellini, il a pu approfondir sa vision autant qu'il voulait parce qu'il avait un budget confortable. Et une des raisons principales pour lesquelles ils étaient obligés de tourner en studio, c'est que ils tournaient à Rome en journée et il y avait trop de monde en fait. Et donc ils n'arrivaient pas à pouvoir avoir le calme qu'ils voulaient. Donc il y a quelques scènes qui sont tournées évidemment en extérieur. La scène de l'aéroport qui est évidemment tournée sur place. Et puis évidemment la scène de la fontaine de Trévi. La scène de la fontaine de Trévi, d'ailleurs, on peut juste mentionner que, évidemment, c'est quand on pense à Dolce Vita, c'est à cette scène-là qu'on pense. Elle a été tournée sur 10 jours. Et donc il y avait beaucoup de badauds qui assistaient au tournage, tant et si bien qu'on a accusé Fellini en fait de faire durer le tournage de cette scène-là pour faire en quelque sorte un teaser pour son film. Et il voulait qu'on parle de son film et donc il voulait qu'il y ait beaucoup de monde qui en parle tous les jours. Il y avait de plus en plus de monde pour assister j'allais dire à l'embrassade entre Marcello et Silvia, mais l'embrassade qui n'a finalement jamais lieu. Alors c'est un film qui avait un scénario de base, mais Fellini, comme souvent sur les tournages, en fait, il se servait comme d'un canevas, mais il changeait tout. Et il y a beaucoup de scènes qui ont même été improvisées, notamment la scène où avec les enfants qui font un miracle. Cette scène-là est complètement improvisée. Et c'est une des scènes qui a été les plus dangereuses à tourner parce que ils utilisaient des canons à eau pour simuler de la pluie, une pluie très forte, mais la scène a été difficile pour beaucoup de figurants. Et figurez-vous que la plupart de toutes les scénettes sont des scènes issues de la réalité, donc ce sont des scènes, ce sont soit des faits divers, soit des choses qui ont été vécues par les différents personnages du film, les différents acteurs. Fellini disait « Mes collaborateurs et moi-même n'avions qu'à lire les journaux pour trouver les éléments de documentation passionnants. » Et c'est vrai, c'est ce qu'il a fait. Alors pour conclure, il y a eu 92 000 mètres de pellicule qui ont été filmés. Alors ça vous dira presque rien, mais dites-vous qu'après montage, il restait 5 000 mètres, ce qui correspondait à 4 heures de film. Donc il y a eu 6 mois de tournage. Et ça, ouais. Fellini, en tout cas, ne regardait pas la dépense en ce qui concerne la pellicule. Et en tout, le film, à la fin, il restera 3 heures. 3 heures mémorables, 3 heures d'anthologie, 3 heures cultes qui sont donc dans la collection Criterion et aujourd'hui dans le Ciné Club. Et je vous propose, les amis, de vous pencher, plutôt de vous livrer, si vous le voulez bien, au ressenti. Mais Antoine, tu n'as pas parlé depuis un moment. Alors, avant qu'on bascule dans l'analyse, quel ressenti tu as de ce film ? Quelle émotion il te procure ? Qu'est-ce que tu vis devant la Dolce Vita ? Eh ben, je vais déjà m'attarder sur une chose qui, moi, est très intéressante, c'est que tu me parles de ressenti. Pour moi, la Dolce Vita, c'est l'archétype, dans le sens positif du terme, du ressenti. C'est un film qui se vit, qui se traverse, qui se laisse transporter. C'est un film dans lequel on voyage avec le personnage de Mastroianni, qui m'a amené, alors dans sa forme de déchéance, on est conquis déjà par le style visuel de Fellini. Lui qui avait déjà fait ses armes sur le néo-réalisme, on voit qu'avec toute cette vision onirique qu'il apporte à sa filmographie, désormais on est sur un des plus beaux films visuellement de Fellini. Mais il y a quelque chose qui touche à l'émotion, qui est de l'ordre de l'indicible dans la Dolce Vita, qui nous saisit, qui nous emporte, et on est transporté dans ce voyage, on se rêve dans la fontaine de Trévi avec Anita Ekberg, on se rêve malgré nous à la fin sur cette plage. Et je me tairai pour, encore une fois, ne pas déflorer plus le film pour les quelques personnes qui écouteraient ce ciné-club et qui n'auraient pas encore vu ce film. C'est un formidable voyage comme le cinéma peut nous procurer. Je pense, moi, en termes de ressenti, que c'est une de mes séances les plus fortes, la Dolce Vita. Un des films italiens, à n'en pas douter, les plus forts et les meilleurs qui m'a été donné de voir pour l'instant. Je vais prendre un peu le prolongement de ce que tu dis parce que je pense que j'ai rarement eu, peut-être même jamais, autant l'impression que le temps se suspendait pendant un film. Ces 3 heures qui passent comme une minute et qui passent comme une éternité à la fois.
il y a cette alternance de jour et de nuit qui revient continuellement, mais en même temps, on est aussi dans cette zone floue entre les deux, ces heures un petit peu avant l'aube continuellement où on navigue avec Marcello. Il y a plus d'éternité, il y a plus d'éphémère en fait. C'est un voyage à la lisière de la rêverie. On ne sait pas vraiment si on doit prendre ce qu'on voit pour argent comptant ou si on doit se contenter, comme tu le disais, de le ressentir. C'est quelque chose qui se vit et qui s'intellectualise seulement après coup. Et je crois que ça, c'est quelque chose que tu as ressenti toi aussi, Gray, le fait que le film nous revienne en tête. C'est ça, hein, il y a une phrase que tu viens de dire qui est très juste. Le film passe comme une minute, mais aussi comme une éternité. Et se ressent aussi comme une éternité. C'est un peu ça. Le film peut paraître long par moment, mais il faut se laisser imprégner du film. Et c'est une fois que le film est terminé que le cerveau commence à faire son travail d'analyse. Et c'est après, même après plusieurs jours après avoir vu le film, je continue à y penser, à réfléchir, à essayer de comprendre ce que j'ai vu. Et le sentiment parfois, on va pas se mentir, hein, un petit peu d'ennui au visionnage, disparaît complètement au bénéfice de cette analyse qui est... C'est vrai que c'est un film qui se pense plus qu'il ne se réfléchit, j'ai l'impression. C'est un film qui se vit plus qu'il ne se pense. Et c'est, comme tu l'as dit sur la distorsion du temps, c'est un film qui voyage avec nous. Il voyage avec nous même après le visionnage. Et c'est la marque des grands films. Un des grands films. C'est ces grands films qui continuent d'exister en nous après le visionnage. C'est que c'est un film qui nous a vraiment imprégnés au corps et à la tête par son esprit. Et dès lors, en fait, l'ennui qu'on ressent tous, en fait, d'une certaine manière, devant la Dolce Vita, c'est à ce moment-là qu'elle prend tout son sens. Parce que cette forme d'ennui, elle fait partie de ce voyage que la Dolce Vita nous propose. Et c'est d'autant plus fort qu'on suit un personnage qui est, la plupart du temps, très antipathique, voire même un sale type parfois. Et en fait, et pourtant, ça ne nous empêche pas d'aimer ce personnage. Et c'est ce personnage qu'on suit du début à la fin, j'allais dire de son ascension à sa chute, mais même pas, parce qu'il n'y a ni réelle ascension ni réelle chute, mais qu'on suit à travers ses pérégrinations au sein de la jet set, qu'on va ressentir le film, ressentir la Dolce Vita. Mais presque, on peut se permettre, on voit la Dolce Vita par les yeux de ce personnage qui, s'il est assez antipathique, il est aussi d'une certaine manière assez passif. C'est la figure du personnage de Mastroianni. Souvent dans les films, on pourrait rapporter faire un raccourci avec le personnage de Mastroianni dans 8,5. Il y a cette figure italienne qui est incarnée par Mastroianni dans le cinéma, qui est une figure toute de marbre, toute digne dans sa forme de grandeur, dans son charisme, qui le rend presque passif en fait, et qui est comme nous en fait. De prime abord, on a l'impression d'être passif devant le film, de s'ennuyer, alors qu'au fond, il y a un vrai travail actif de travail au corps du film et de lien qui nous unit à jamais, puisque la Dolce Vita, on n'y reste pas insensible, et lorsqu'on l'a vu, on est uni, je pense, à jamais avec ce film. Mais justement, je vous propose du coup de naviguer entre analyse et ressenti pour rester avec ce que propose le film, cette espèce de lisière. Je pense que Marcello, on s'y accroche aussi parce que il est dans une quête, la spiritualité, j'y reviendrai plus tard, mais même une quête intellectuelle. Il y a ce rapport, tu évoquais le personnage Gray avec Steiner. On sent que Steiner, il représente une espèce d'idéal, une ascension intellectuelle à laquelle Marcello va tenter d'aspirer un moment, où il va tenter d'écrire sur sa machine à écrire, sans jamais réussir à la tutoyer réellement. Et en plus, il va se confronter, donc, comme tu le disais, à cette figure de Steiner qui va être complètement démystifiée par Fellini au moment où il va se rendre patricide. C'est une recherche de la pensée et se confronter à l'impasse de celle-ci, en quelque sorte. C'est assez étonnant, c'est parce que dans la scène dans laquelle il déclare sa flamme à Steiner en quelque sorte, et Steiner lui il lui dit non, attention, moi je suis dans un piège, ne tombe pas dans le piège dans lequel je suis tombé. Et d'ailleurs sa petite amie, quand elle lui dit tu te rends compte, cette vie on pourrait la mener tous les deux, nous sommes faits l'un pour l'autre, on pourrait être comme lui, là lui il s'en écarte. Il décide non, je ne veux pas de cette vie avec toi. En tout cas, le côté frivole ne l'intéresse pas. Lui, c'est vraiment l'intellectualisation de la vie de Steiner qui l'intéresse. C'est ça à quoi il aspire. En tout cas, c'est ce à quoi il a envie d'aspirer, peut-être plus qu'il n'aspire réellement.
Oui, d'ailleurs, Steiner, c'est marrant de noter, c'est marrant, c'est intéressant en tout cas de noter que il est le garant de l'art à un moment et l'art dans un lieu bien particulier qui va revenir pendant tout le film. En fait, il joue de l'orgue dans une église et moi j'ai trouvé que dans la Dolce Vita, il y avait cette quête du mystique et c'est intéressant de voir où Fellini la place. J'ai l'impression que, avec notamment le personnage de Anita Ekberg qui va beaucoup accentuer ça, il y a une confrontation entre la mystique ancestrale de Rome, celle de ces murs, de ces bâtiments du Vatican ou de la fontaine de Trévise, et les nouvelles icônes qui émergent, ces actrices montantes. Elle évoque d'ailleurs beaucoup Marilyn Monroe, Anita Ekberg, dans Ah le oui. film. D'ailleurs, on lui pose la question, un des journalistes lui pose la question, qu'est-ce que vous portez la nuit? C'est la question célèbre qui avait été posée à Marilyn à l'époque, qui a répondu, je ne porte que du Chanel numéro 5. Alors la réponse est un peu moins bonne dans la Dolce Vita, mais bon, le clin d'œil est évident. Je trouve aussi, et vous voyez, il y a cette confrontation entre ceux qui sont les nouveaux saints, les nouveaux dieux, ceux qui sont de la haute société et que les gens d'en bas, on voit souvent les paparazzos qui les contemplent et qui les pourchassent, et en même temps cette mémoire plus ancestrale de Rome. Ouais, d'ailleurs, tu faisais mention des paparazzis, donc le personnage, l'ami de Marcello qui est photographe, son nom de famille c'est Paparazzo et c'est Fellini qui a inventé le terme, qui sera repris après la Dolce Vita pour désigner ces photographes sans foi ni loi qui pourrissent la vie de ces membres de la jet set. Oui, les paparazzi au pluriel, tu fais bien de me reprendre. Et moi j'ai l'impression justement que Marcello, alors c'est peut-être un truc sur lequel on n'était pas forcément d'accord en discutant, mais pour moi Marcello il a un peu le pied dans les deux mondes. Il a le pied vers ses photographes, il a un ami à lui qui est photographe et qui le côtoie régulièrement, et en même temps il a un pied dans cette bourgeoisie qu'il ne fait qu'entrevoir et n'est pas totalement admis, du moins pas pendant la majeure partie du film. Ouais, en fait, il méprise son métier, mais bon, il n'a pas le choix parce que s'il veut continuer à tutoyer le grand monde comme il le fait, il faut qu'il continue à l'exercer. Et quand son père lui demande justement ce qu'il pense de son métier, il dit bon, écoute, ça me donne le moyen d'être où je suis. Hein. On comprend très bien que ça ne lui convient pas et que lui, il aspire à plus. Mais est-ce qu'il s'en donne réellement les moyens? Ça, j'en suis pas vraiment sûr. Alors les pères, c'est intéressant parce que Fellini va les démystifier complètement. Il y a le père de Marcello qui est un modèle de... Bon, un modèle peut-être pas, mais un exemple de virilité et d'illusion pendant un moment avant d'être complètement renvoyé à son impuissance. Et puis il y a donc Steiner qui va tuer ses enfants. Et je trouve que ça évolue de concert avec la vision qu'a Fellini de la vieille bourgeoisie italienne qui va venir dans cette scène où les personnages naviguent dans un vieux château, on voit des vieux portraits. J'ai l'impression, une classe italienne qui à ce moment-là de l'histoire est en train de mourir presque. Eh bien, figure-toi que le personnage du père de Marcello est inspiré du vrai père de Fellini, car le père de Fellini est mort au milieu des années 50 et Fellini s'en est beaucoup voulu de l'avoir abandonné en quelque sorte pour sa vie mondaine à Rome justement. On retrouve un petit peu la même relation père-fils qu'a Marcello avec son père dans le film, car Fellini, pour vivre la vie d'oisiveté qu'il a vécue lui-même à Rome dans les années 50, a laissé tomber en quelque sorte sa famille de province. Je pense que c'est un hommage un petit peu qu'on peut retrouver à son propre père dans ce film, même si effectivement il n'est pas montré toujours sous un très beau jour. Ce que je trouve intéressant aussi, tu vois, avec ce père, c'est que son masque qui tombe arrive avec le lever du jour. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir continuellement pendant le film. Ça, c'est vrai. Oui. On a des illusions pendant la nuit et le jour arrive avec sa fatalité et les fait tomber. Anita Ekberg est une espèce de madone moderne et au moment où le jour va se lever, elle va se faire gifler par son mari. Il y a ce père, il y a aussi Steiner, on l'a dit, où on va découvrir son meurtre de jour, et donc cette scène que j'évoquais avec les anciens bourgeois italiens qui se donnent à des séances de spiritisme dans une vieille bâtisse, mais quand le jour revient, il y a leur aïeul qui apparaît et qui leur pointe du doigt leur oisiveté et qui leur
leur souligne leur errance morale. Le passage du jour à la nuit est utilisé constamment dans le film pour montrer un changement un changement complet de ton. Je pense aussi à la scène où il se dispute avec sa petite amie, lui en voiture, elle à pied, où la dispute est très violente. Ils se disent des choses absolument horribles. Et le passage du jour montre le passage où Barcelo revient et leur amour renaît à ce moment-là. En tout cas, on peut l'imaginer. En tout cas, une espèce de réconciliation naît à ce moment-là. C'est aussi une manière, ce changement du temps qui passe montre aussi justement par cette capacité de changement pour Fellini, montre aussi une forme de superficialité de cette société tout en clair-obscur qui en fait se donne une image qu'elle n'est pas réellement et dont elle n'arrive finalement jamais à vraiment s'extraire. C'est une société, hein, cette société de la Jet Set qui ne vit réellement que par... C'est un côté éphémère qui marche très bien avec la nuit et qui disparaît quand le jour arrive. Oui, d'ailleurs, le film se conclut sur ce passage au jour. La nuit, c'est le moment de débauche où Marcello est enfin admis dans cette jet set un peu modernisée. Là, c'est plus la jet set des vieux bourgeois italiens. Et le retour du jour va le confronter avec les illusions qu'il a perdues, avec l'image de cette jeune fille qu'il le voyait écrire. Mais écrivain, c'est plus ce qu'il est. Il est devenu personnage de relations publiques. Il a cédé en quelque sorte. C'est encore une fois avec cette fin... la fin de la Dolce Vita avec cette ouverture au poisson et ce moment de contemplation de Mastroianni sur cette plage où finalement on a constamment jonglé entre le jour et la nuit et là on arrive sur un final un peu entre les deux comme si les deux commençaient à se rejoindre. C'est une forme d'onirisme de vie, de mort, de temps qui passe. Cette fin, c'est la fusion du personnage de Mastroianni avec cette société, une fusion hétéroclite d'une certaine manière, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi et tu as utilisé le mot, je trouve, qui correspond le mieux vraiment avec ce qu'a voulu faire Fellini, c'est onirisme et ce vers quoi il va tendre dans son cinéma par la suite. Il s'éloigne vraiment du néoréalisme avec ce film. Il est encore... Vu que c'est un film à sketch, il y a encore pas mal de scènes qui ont les pieds vraiment dans ce néoréalisme. Je pense notamment à la scène avec la prostituée au début du film. Mais vraiment, la fin marque un vrai tournant, une vraie rupture avec tout ceci. Et il faut vraiment, évidemment, penser aussi au plan final avec le regard de la jeune fille qui est vraiment énigmatique. Il peut s'interpréter de tellement de manières, je pense que c'est évidemment voulu, pour laisser le spectateur à sa propre imagination. Et ça, en tout cas, ça a très bien fonctionné sur moi. Ce regard va rester avec moi pendant très longtemps. Je me demande si cet adieu au néoréalisme, il n'est pas aussi synthétisé avec la petite amie de Marcello, qui est de loin, je trouve, pour ma part, le personnage le plus terre-à-terre du récit, et en même temps, elle incarne une espèce de voix du peuple qui est presque absente en dehors de ce personnage-là, et Fellini fait ses adieux, j'ai l'impression, à cette représentation de l'Italie, parce qu'il y a cette scène de rupture évidente. Donc je pense, un peu comme vous, effectivement, que c'est une façon pour Fellini de signer la fin d'une ère et d'inaugurer avec cette fin, avec ce poisson, comme vous l'avez dit, ce qui va tendre vers 8,5. Eh bien, il est temps de conclure sur le formidable La Dolce Vita et on va être obligé de blasphémer, les gars. On va être obligé de mettre une note à La Dolce Vita. Je n'imagine pas, pour ma part, mettre autre chose qu'un 9 coup de cœur. Voilà, je le pose sur la table et je vous laisse débattre. Bam, comme ça, c'est posé. Ok, bah écoute, je te rejoins. Bah, ça va. Le débat va pas être compliqué, hein, je suis d'accord avec toi. C'est un film qui se mérite un petit peu, qui est pas facile toujours pendant le visionnage, mais qui est tellement riche, tellement fort que oui, non, obligé de mettre 9. Et c'est un film dont je vais me souvenir longtemps. Et quant à toi, Antoine? Ce qui est marrant, c'est que tu parles de blasphémie et quand même, en guise de conclusion, faut parler un peu de l'accueil très mauvais que la communauté catholique a apprécié quand même de la Dolce Vita. Avec sa vision du catholicisme qui a divisé tout le monde, même Pasolini là-dessus. Pasolini est un grand défenseur du film. Hein.
Lui, en grand catholique qu'il est, mais c'est vrai que le film, en tout cas, à la première, Fellini et Mastroianni se sont fait cracher dessus. Et Mastroianni s'est même fait traiter de communiste. Mais ça a contribué, en fait, la très mauvaise réception du film, en tout cas lors de la première, a contribué à son succès parce que le public s'est précipité en masse après pour le voir avant que le film ne se fasse censurer. Voilà, et que pour toutes ces raisons que tu viens d'exprimer et qu'on a exprimées devant une heure, et malgré la censure des réfracteurs qui m'empêche de mettre un 10 coup de cœur, ça sera un 9 coup de cœur évidemment pour la Dolce Vita, et une invitation vraiment à tout le monde à le découvrir et le redécouvrir le plus possible. Préciser aussi que le film a gagné la Palme d'Or à Cannes en 60 et que le film a fait quand même 3 millions d'entrées en France. Ce qui est aujourd'hui, ça paraît fou qu'un film italien fasse autant d'entrées. Et il a eu 3 nominations aux Oscars, notamment pour Fellini en tant que meilleur réalisateur. Ouais, je dois dire concernant la limite à 9 sur le site que c'est bien le genre de film pour lequel ça m'emmerde et qui mériterait bien un 10. Hein. Franchement, là, c'est clairement le cas de figure où on est emmerdé. Mais bon, la règle est ainsi faite. Ce n'est même pas moi qui l'ai décidé, figurez-vous. Et oui. Moi aussi, je suis victime de cette censure comme vous. Eh bien, je crois qu'il est temps. Oui, c'est le moment. C'est bien ça. C'est le moment du tirage au sort. Attention. Alors, on a 1183 films au choix à choisir. Alors, d'habitude, j'utilise un générateur de noms. Mais vu qu'on a un invité, c'est pas que je te propose de laisser à toi le soin de choisir un nombre compris entre 1 et 1183 pour nous aider à choisir quel film sera à l'honneur du Ciné-Club de la semaine prochaine. Je veux bien, mais ce petit sagouin, il a consulté la liste. Hein. Donc, non. Attention. T'as consulté la liste, il va te choisir le 724. Non, je ne choisirai pas de film, mais je voterai pour le 721, qui est un nombre qui me porte chance. Ah, alors 721. Ok, donc 721. Je recherche évidemment dans la liste. Oh, alors on retourne aux États-Unis avec le numéro 721, un film de John Cassavetes qui s'appelle Love Streams, sorti en 1984. Ah, ce sera une découverte pour moi. Pour toi aussi, Pour moi aussi. Okay. Eh ben pour moi aussi. Ouais, j'ai vu beaucoup de films de Cassavetes, je n'ai pas vu celui-ci. Et ben voilà. Et bien c'est ça le rendez-vous du Ciné-Club. On revit des émotions avec la Dolce Vita et on découvre des nouveaux films avec ce Cassavetes. Je pense que ça ne doit pas être le seul Cassavetes de la liste. Non, je ne pense pas non plus. Alors, on retrouve évidemment au casting Gina Rollands et John Cassavetes lui-même. Voilà. Un film d'amour, apparemment. Eh bien, je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous le savez, comme d'habitude, donc nous allons visionner ce film ce week-end. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour le visionner en même temps que nous ou un petit peu en décalé, et surtout pour venir en débattre dans des débats enflammés. Chacun se livre à sa petite analyse. Il y a déjà une petite communauté qui se forme. On dresse des saluts à tout le monde. Et il me reste à remercier mes 2 interlocuteurs. Greg, je te remercie rapidement. De toute façon, je te vois la semaine prochaine. Oui, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour parler de ce film de Cassavetes. Et oui, on a changé de prononciation entre-temps parce qu'on ne sait pas trop, donc on dit Cassavetes maintenant. Et je remercie plus que tout Toine qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui parler un petit peu de Fellini. Merci beaucoup Toine, et je ne vais rien dévoiler, mais peut-être qu'on te réentendra bientôt. Ah ben avec grand plaisir, peut-être que je repasserai dans le Ciné-Club pour saluer. C'est comme d'habitude lorsque je passe chez les réfracteurs, c'est toujours un immense plaisir de parler cinéma entouré de passionnés très intéressants à entendre. Tu as ton rond de serviette, Toine. Un rond de serviette que je conserve avec grand plaisir. Eh bien merci à tous, à très bientôt et à la semaine prochaine dans tous les cas. Salut. Salut.